Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous faire oublier l'hypoglycémie de cette heure-ci en continuant un petit peu sur les exemples qu'a donné François tout à l'heure. D'ailleurs, on va à peu près rencontrer les mêmes. Alors, Catherine Belloc avait parlé tout à l'heure de son exposé comme un peu exotique par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Là, on va carrément être aux antipodes de la molécule. Ça, c'est tout à fait clair. Mais bon, je pense qu'il est intéressant aussi d'ouvrir un petit peu l'esprit à d'autres champs. Et le champ du vieillissement est effectivement, comme l'a dit François, un champ extrêmement important. Quelques repères simplement, ça va aller très vite, chacun ses statistiques. Tu en as montré, en voilà d'autres. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de ne plus parler en fait de vieillissement en termes simplement d'augmenter l'âge moyen des personnes, mais plutôt augmenter la capacité des gens à vivre sans incapacité. Et c'est un vocabulaire qui a changé relativement récemment. Jusqu'à il y a quelques années, on parlait effectivement d'augmenter la durée de vie. Point. Bon. Et ça devenait un problème qui était essentiellement sanitaire. Là, on parle d'augmenter la durée de vie sans incapacité. Et là interviennent un certain nombre de technologies qui vont justement permettre aux gens de continuer à vivre dans de bonnes conditions sans nécessairement avoir les capacités du jeune homme ou de la jeune fille, mais avec encore un projet de vie, quel que soit son âge. Et puis le deuxième point de repère, en fait, j'en donnerai que deux aujourd'hui. Le deuxième point de repère, c'est qu'en fait, la réponse hospitalière, c'est plus une bonne réponse. Réponse hospitalière ou d'ailleurs réponse en EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce sont des réponses partielles. Vu le vieillissement de la population, il faudra bien trouver d'autres solutions. Et une solution qui plaît bien, c'est la solution de maintien en autonomie à domicile, puisque le domicile, c'est quand même l'endroit où la personne se sent le mieux. Encore faut-il que ce maintien en autonomie à domicile soit aussi un maintien en sécurité à domicile, d'où un certain nombre de technologies qui vont se développer dans ce cadre-là. Alors, comme le deal, c'était de parler de télésanté, eh bien, je vais quand même passer, je pense qu'il y en a juste deux des diapos qui vont permettre d'avoir quelques repères. La télésanté, c'est pas nouveau. Dans les années 60, il y avait déjà des dispositifs de télésanté. Bon, ça marchait comme ça pouvait parce que les systèmes de télécommunication n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a eu un certain nombre d'essais parce que l'idée était toujours d'atteindre des gens qui n'étaient pas nécessairement atteignables par les voies classiques médicales. Et bon, comme souvent, ça s'est passé d'abord aux États-Unis. Mais en France, on a commencé à avoir des choses en termes de téléalarme. Tu en as parlé tout à l'heure avec le bouton poussoir. Donc la téléalarme, dès les années 70, il y a eu un plan de développement de la téléalarme. Seulement, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché parce que la technologie n'était pas au point. Et puis, les communications, ça coûtait quand même vachement cher. Je veux dire, par rapport à ce que ça coûte aujourd'hui, ça n'avait aucune commune mesure. Alors, du coup, la télémédecine, elle s'est cantonnée dans un champ un petit peu étroit, qui était le champ de la haute technologie. Et donc, on l'a retrouvée essentiellement dans l'espace d'un côté et dans les dispositifs offshore de l'autre, là où de toute façon, on ne pouvait pas avoir la disponibilité de l'ensemble des équipes médicales. Donc ça a été un grand progrès par contre au niveau technologique parce que ça a apporté de nombreuses améliorations par rapport au système des années 70. Mais en fait, c'est à partir des années 2000 que, grâce à la techno, grâce à la capacité de communication, etc., et grâce aussi à l'évolution des mentalités, c'est-à-dire qu'on ne pensait plus du tout de la même façon, en particulier sur la relation entre le patient et l'ensemble des professions médicales, où on commence à parler, dans les années 2000, d'approche centrée patient, ce qui était quand même une aberration quelques années auparavant. C'était même un gros mot, on va dire.
Alors aujourd'hui, donc dans les années 2010, hein, la technologie, elle est prête. Vous avez tous des iPhones, des iPads, des machins, des tablettes. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer. Et dès que vous avez besoin d'une application, bah, il y a une application pour ça. Hein, bon. Mais par contre, dans le cadre de la télésanté et de l'accompagnement des personnes au domicile, ça sert à quoi? Et elle est prête à quoi, cette technologie? Parce que la question, et vous l'avez fait remarquer aussi tout à l'heure, la question n'est pas qu'une question de technologie. Il y a aussi une question d'usage. Il y a une question d'acceptabilité, d'impact sur les pratiques professionnelles usuelles, etc. Donc, j'ai beaucoup reconnu de vocabulaire, en fait, dans ce que Catherine Belloc a présenté tout à l'heure. Il ne suffit pas de parler technologie. Il faut parler de beaucoup d'autres choses, de services rendus, bien entendu, d'acceptabilité, parce qu'on parle de gens chez eux. Et donc, il faut que ce qu'on met chez eux, ça soit acceptable du point de vue social. Vous arrivez chez quelqu'un, s'il y a un dispositif médical évident dans la maison, ben, la première question, c'est qu'est-ce que tu as? Alors que si vous voyez un pèse-personne, on en parlera tout à l'heure, ben, personne ne s'étonnera de trouver un pèse-personne dans une salle de bain. Voilà. Donc, voilà les termes qui nous importent beaucoup dans le cadre de développement de télésanté au service d'un vieillissement actif ou au service d'un vieillissement sans incapacité. Alors, quelques exemples simplement, à retrouver des exemples que tu as donnés tout à l'heure. Un premier exemple, simplement pour vous montrer que ce n'est pas aussi simple que ça. Le projet Picado, qui est un projet EFUI, je suppose que vous avez dû entendre parler des différentes catégories de financement. Ça, c'est des projets à forte potentialité industrielle, qui est porté par un industriel qui est Altran d'ailleurs. Donc, pour ce projet, c'est mettre en place une méthodologie qui permet de prendre en charge des multipathologies au domicile. C'est-à-dire essayer de trouver une généricité dans tout un ensemble de méthodes qui vont permettre de prendre en charge ces pathologies. Et c'est bien une question de vieillissement, parce que plus on vieillit et plus on est à risque d'atteindre de pathologies multiples. Donc voilà, cette question-là était une question importante, et ce n'était pas une question technologique. La technologie, elle est là, elle existait. On a pris dans la technologie ce qui existait, ce qui était déjà commercialisé, comme le bracelet de géolocalisation, on en reparlera tout à l'heure probablement, de Blue Linea, qui est distribué largement. Non, ce qui était important, c'est l'organisation. C'est-à-dire comment faire pour que tous les acteurs qui sont impliqués dans l'écosystème de la personne puissent se parler, puissent être efficaces, puissent minimiser leur énergie et maximiser leur efficacité. Bien, les utilisateurs, on en a déjà cité tout à l'heure, les patients bien sûr, mais il y a aussi les aidants, hein, François tu en as parlé, les médecins bien sûr, et tous les professionnels de santé qui tournent autour, les infirmières, les diététiciens et les travailleurs sociaux qui ne sont pas indiqués ici, mais qui ont un rôle vraiment très important à jouer dans cette organisation. Donc l'idée, c'est de mettre au domicile les technologies les plus adaptées à la question posée par la personne à son domicile. La question posée, c'est une question de pathologie, mais aussi une question d'autonomie. Donc ça, c'était un premier exemple. Le deuxième exemple, alors c'est la question de la chute, parce que c'est un problème essentiel du vieillissement des populations. C'est le fait qu'on manque d'équilibre et de plus en plus, on est à risque de chute pour des tas de raisons qui peuvent être des raisons environnementales ou des raisons pathologiques ou des raisons physiologiques. Alors le problème, il est indiqué ici, hein, l'incidence annuelle, c'est quand même 50% à partir de 80 ans. Donc ce n'est pas une question neutre. Je veux dire, hein, donc s'y intéresser, ce n'est pas neutre non plus. Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est que les suites d'une chute dépendent de la rapidité d'intervention. Et donc l'importance de la détection d'une chute, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte de façon significative. Alors bien sûr, il y a le détecteur de chute, on va en reparler juste après, mais ensuite il faut évidemment lever le doute par rapport à cette chute potentielle et ensuite avoir la bonne réponse par rapport à une intervention potentielle. Alors voilà, tu en as montré un autre, hein, voilà un dispositif de téléalarme, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. L'idée, c'est que la personne elle-même, lorsqu'elle chute, appuie sur un bouton qui est quelque part sur elle, soit un bracelet, soit un collier, enfin ce qu'on peut avoir à proximité. Il y a un relais local ici, et puis donc une centrale, donc une plateforme de téléservice hein, ou de téléassistance qui va recevoir les informations de la part de ce système local,
qui va appeler la personne ici pour lever le doute sur la chute ou pas, et en fonction de cette levée de doute, va faire intervenir la personne ad hoc. Donc vous voyez que derrière la technologie qui est là, qui est simple finalement, hein, c'est la télécom en fait, hein, rien de plus. Au-delà de cette technologie, il y a toute une organisation. Et s'il n'y a personne au bout du fil, ce n'est pas la peine d'avoir un bouton à appuyer. Donc il faut absolument que l'organisation suive la technologie. Alors aujourd'hui est sur le marché un dispositif un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action de la part de la personne, mais elle porte un dispositif de type accélérométrique, hein, et le système va détecter un mouvement anormal qui s'apparente à une chute. Pardon. Et à partir de là, il y a dans la pièce ou dans les pièces des détecteurs de mouvement qui vont faire la levée de doute. Si effectivement il y a un mouvement brusque détecté par ce système-là, plus une absence de mouvement postérieur à ça, bien ça veut dire que probablement il y a eu chute dans le domicile. Et on retrouve la plateforme de téléservice, de téléassistance derrière qui va intervenir. Alors là, déjà, on a un petit problème. Hein. Le petit problème, c'est de porter ce truc-là. Ça veut dire qu'on va coller ça, c'est en fait en dessous du bras, là. Et donc on va coller ça et on va le garder tout le temps. Et on va le garder tout le temps, ça veut dire l'enlever de temps en temps, mais le remettre. Et c'est la personne qui est chargée elle-même de mettre ce truc et de l'enlever. Donc ça pose des problèmes d'acceptabilité qui sont non négligeables. Et à chaque fois, on va avoir devant nous donc, ces problèmes d'acceptabilité. Je pense que ça va être le dernier. Alors j'ai pris carrément les informations qui étaient sur le site parce qu'elles sont extrêmement claires. Un problème lié aux maladies neurodégénératives, c'est l'errance. Et l'errance, ça veut dire qu'une personne, à partir de... Bon, sans raison d'ailleurs probablement, va quitter sa zone de sécurité, on va dire, et va aller se balader quelque part le long de la Seine avec tous les risques que ça peut comporter s'il y a effectivement un déficit cognitif quelconque. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir un dispositif qui va permettre de géolocaliser cette personne, à condition, bien sûr, que la personne soit d'accord pour ça. Alors ça pose un autre problème, parce que la personne est d'accord pour ça, oui, à condition d'avoir les capacités cognitives d'être d'accord. Donc la plupart du temps, ce sont les aidants et la famille qui signent pour la personne elle-même et qui financent d'ailleurs ce dispositif-là. Donc là, cette fois, toute l'organisation est parfaitement rodée et ce dispositif est vendu industriellement. Donc maintenant, c'est un système qui existe. Mais à chaque fois, on a des questions d'éthique qui vont se poser. Bon, la famille, du coup, va savoir où se balade la personne en question. Et puis, par ailleurs, cette personne en question peut arracher le bracelet. Enfin bon, il y a des tas de questions qui se posent autour de ça. Si je vous dis tout ça, c'est simplement pour vous dire que travailler sur des technologies d'accompagnement de l'autonomie des personnes âgées, ce n'est pas que travailler sur de la technologie. Alors, bon, le dernier, je vais passer là-dessus, hein, c'est Linker Service. Donc, François en a déjà parlé. Je n'avais pas vu la présentation précédente, donc je ne pouvais pas savoir effectivement ce qu'il allait présenter. Donc, l'idée, de la même façon, c'est de détecter des événements à risque péjoratif, hein, et à partir de cette détection-là, d'avoir les actions correspondantes. Alors, il y a deux lieux. D'un côté, il y a le lieu EHPAD, dont j'en ai parlé tout à l'heure, hein, les établissements d'hébergement. Et puis, de l'autre côté, il y a le domicile. Alors, à chaque fois, il se passe quelque chose. Du coup, on regarde des images. Bon, du coup, on regarde des images. Oui, donc on regarde la personne en train de faire quelque chose. Et là, il y a à nouveau un problème. Hein, je préfère poser des questions qu'apporter des réponses. En l'occurrence, il y a un vrai problème d'usage de ces dispositifs-là. Ceci dit, hein, quand on parle de médicaments, je pense que là aussi, il y a des véritables questions éthiques et des questions d'usage qui se posent. Donc à tous, en tout cas, dès le moment où on intervient sur la personne, eh bien, il faut absolument se poser ce genre de questions. Puis une extension au domicile, donc, dont je ne vais pas parler. Alors, ma spécialité à moi, c'est la fragilité des personnes âgées, le fait de pouvoir repérer ce risque de fragilisation et de suivre éventuellement cette fragilisation pour avoir les actions adaptées en fonction des raisons pour lesquelles la fragilisation est apparue. Alors, en quelques mots simplement, hein, on est
tous, enfin je pense, dans une situation par rapport au vieillissement, en tout cas si je regarde la salle, on est en situation d'autonomie. Une personne jeune, lorsqu'il y a un stress quelconque, eh bien effectivement ses réserves fonctionnelles diminuent, mais ensuite il y a une récupération complète et on retrouve le niveau initial. Chez les personnes âgées, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les réserves fonctionnelles diminuent avec chaque niveau de stress. Par contre, la récupération n'est pas totale. Et donc, on va avoir une descente en matière de fonctionnalité pour arriver jusqu'à la dépendance, c'est-à-dire le seuil à partir duquel on n'est plus en capacité de répondre à des situations de stress par les fonctionnalités dont on dispose encore. Voilà l'idée. Alors nous, on travaille dans cette zone-là, c'est-à-dire dans la zone pour laquelle il y a une phase de réversibilité où on peut intervenir donc sur cette situation de fragilisation. Alors on a des tas de projets, je ne vais pas vous les décrire, évidemment, ce n'est pas le lieu ici. Mais il y a beaucoup d'appels d'offres. Tu en as parlé, je crois, sur les appels d'offres européens. Il y a beaucoup d'appels d'offres au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, autour de cette question du maintien en autonomie, tout simplement parce que derrière, il y a effectivement l'allongement de la vie sans incapacité, et il y a d'autre part tout un marché. Tout le marché des seniors. La silver economy, c'est véritablement un marché qui intéresse beaucoup les industriels et donc où il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous, on travaille sur la prévention, sur le repérage et sur le suivi. Dans le cadre de la prévention, il faut travailler sur des technologies qui sont de type design for all, c'est-à-dire que c'est des technologies qui sont faites pour tout le monde, mais dont on extrait un certain nombre d'informations éventuelles complémentaires. Dans le cadre du suivi, on essaye de faire des dispositifs qui sont de type design for more, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser des dispositifs d'usage courant, mais là, on ajoute véritablement des fonctionnalités pour le suivi de la fragilité. Quand on arrive au niveau de la dépendance, eh bien, c'est des dispositifs ad hoc, et là, c'est plus notre métier. On ne travaille plus dans ce domaine-là. Il y en a d'autres qui savent faire beaucoup mieux que nous. Donc, on va se focaliser là, maintenant, uniquement sur les aspects de fragilité physique, sachant que par ailleurs, il y a des aspects de fragilité sociale, la rupture de liens sociaux, par exemple, et la fragilité cognitive, dont on a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire l'incapacité ou la diminution de la capacité à réaliser ces tâches cognitives. Alors, quand on parle de fragilité, quand on parle de n'importe quelle cible à atteindre, il faut parler de référentiel. Si on n'a pas de référentiel, comment peut-on alimenter des indicateurs pour le repérage et le suivi? Alors, il y en a plein des référentiels. Comme nous, on se focalise uniquement sur ce qu'on peut installer au domicile ou dans les lieux de vie des personnes, eh bien, on ne peut pas se permettre d'utiliser un référentiel à 70 indicateurs. Personne ne remplira, surtout en suivi, personne n'alimentera 70 indicateurs simplement pour savoir si vous êtes toujours dans le même état de fragilisation ou pas. Donc il y a un référentiel particulier qui correspond juste à 5 indicateurs de fragilité physique, et c'est sur ce référentiel-là, d'ailleurs largement reconnu au niveau international, que nous avons travaillé. Alors les indicateurs de ce référentiel-là, c'est la force de préhension palmaire, ça se comprend très bien. Hein. Si vous n'êtes plus capable de porter votre casserole de lait bouillante, il y a un problème, je veux dire, pour l'autonomie à domicile. C'est un exemple. Bon. Mais la force de préhension palmaire, c'est aussi une image de la capacité musculaire globale. Et ça, c'est très important dans le cadre de l'autonomie. La perte de poids involontaire, ça peut être lié à des phénomènes de dénutrition ou de malnutrition de la personne. Ça peut être lié aussi à des pathologies, non nécessairement détectées. Le sentiment d'épuisement, ça, on est plutôt sur l'aspect mental. L'activité physique, c'est l'essentiel en fait du maintien en autonomie. C'est de maintenir une activité physique suffisante et d'être capable d'avoir cette activité physique. Et parmi les éléments très importants liés à la chute en particulier, il y a la vitesse de la marche. Quand la personne commence à ne plus pouvoir marcher à une vitesse normale, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose probablement en matière de capacité physique.
Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en regard de ces critères, on a créé des dispositifs qui vont permettre d'alimenter ces indicateurs-là, mais de les alimenter de la façon la plus conviviale possible. On va passer ça relativement rapidement en revue. Si on parle d'abord de la force de préhension, le dispositif de référence, c'est ça. C'est le Jamar. Mettez ça dans une maison, déjà ça coûte cher. Et puis en plus, c'est vraiment un dispositif de type médical. Alors, il y a un dispositif intermédiaire qui est plutôt plus agréable parce que simplement le fait d'appuyer sur cette poire-là est plus simple que d'appuyer sur cette poignée. Mais ça donne le même résultat. Je veux dire, c'est rare de trouver ça dans une maison habituellement. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un objet qui est une balle. Donc une balle, et avec une balle, on peut jouer à la balle déjà, et on peut avoir tout un ensemble de jeux liés à l'utilisation de cette balle. Et puisqu'il s'agit de force de préhension palmaire, eh bien, en appuyant sur cette balle, on va avoir une mesure de pression, parce qu'à l'intérieur, il y a toute l'électronique qui va permettre de mesurer la pression exercée, de corriger cette valeur de pression par la valeur de température, d'envoyer l'information vers un dispositif externe, qui peut être un téléphone portable ou n'importe quoi, qui est capable de recevoir du Wi-Fi ou du Bluetooth, et donc de transmettre les informations, de synthétiser, de transmettre les informations. On va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Alors c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a de l'électronique, je veux dire. Hein. Et donc, comme il n'y a aucun fil, même la recharge de la batterie, qui est quelque part ici, même la recharge de la batterie, faut le faire sans fil. Et donc, on a créé tous les dispositifs qui permettaient effectivement de faire fonctionner cette balle-là. Alors, après, une fois qu'on a un dispositif, il faut que la personne le fasse. Et pour le faire, il faut la motiver. Alors, on a fait un certain nombre de tests sur le retour visuel qu'on pouvait proposer à la personne pour qu'effectivement, elle exerce véritablement la force maximale qu'elle est capable d'exercer. Parce qu'exercer une force maximale, ça peut faire mal. Et donc, il faut une motivation par rapport à ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des essais avec la balle, sans retour visuel, avec un retour visuel, mais sans cible particulière, et avec différents types de cibles. Et donc, lorsqu'on fait un retour visuel sans cible particulière, par rapport à pas de retour visuel du tout, vous voyez que ça c'est en pourcent, on est à moins de 1% de progrès en matière de force exercée par rapport à la force exercée sans retour visuel. Alors que quand on fixe une cible, bien vous voyez qu'on gagne 6% en moyenne, on gagne 6% de force exercée par la personne sur la balle. Donc la motivation, c'est quelque chose de vraiment très important pour la réalisation par la personne elle-même de la mesure dont on a besoin. Et ça, c'est surtout vrai en suivi, puisque le suivi, ça peut durer pendant des années. En continuant dans le même esprit, avec cette fois la vitesse de la marche, le dispositif de référence, c'est le chronomètre. Bon, vous avez une distance de 10 mètres et vous chronométrez sur 10 mètres le temps que met la personne. Et c'est ça qui va définir la vitesse de la marche. Dans un domicile, essayez de trouver 10 mètres, déjà. Et ensuite, essayez de trouver un chronomètre. Bon, ce n'est pas possible. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un dispositif que vous connaissez peut-être pour avoir perdu des points sur votre permis de conduire. C'est le radar Doppler. Donc, mais adapté du point de vue de la vitesse, en tout cas à la vitesse de la marche, évidemment. Donc le principe capteur, c'est un Doppler. Mais ce qu'on a fait là, c'est que toute l'électronique, vous voyez, bon, on est encore dans la phase prototype, mais une fois qu'on a mis ça là-dedans, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que, bon, c'est un exemple, hein, parce qu'on peut faire d'autres choses aussi. On met ça dans un porte-crayon, dans un vase, dans quelque chose qui peut se poser sur un meuble, qui est design. Hein, bon, enfin, après, c'est chacun ses goûts. Mais en tout cas, qui ne choque pas du tout sur le plan de la présence dans un domicile. Donc d'un côté, on a le capteur qui est efficace sur le plan de l'information, et de l'autre côté, on a le dispositif qui, lui, est acceptable sur le plan social. Alors ce qui est intéressant, bon ça je vais passer là-dessus, mais ce qui est intéressant c'est que non seulement on a la vitesse de la marche, mais ensuite en plus on voit les pas. Et donc on peut aussi évaluer la qualité de la marche. Et la qualité de la marche c'est un autre critère, c'est pas Fried, mais c'est un autre critère intéressant pour les personnes âgées. Alors
L'usage au domicile, ça reste un challenge. Pourquoi? Parce qu'il faut le poser au bon endroit, parce que la personne, si on a mis ça quelque part dans un couloir, ça va encore, mais la personne peut ne pas être seule, elle reçoit du monde, etc. Donc comment détecte-t-on que c'est la personne effectivement qui produit le signal ou quelqu'un d'autre? Comment détecte-t-on que la vitesse de la marche n'est pas bonne simplement parce qu'elle est en train de mettre la table? Des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de points à approfondir sur ce dispositif. Et comment fait-on ça? Eh bien, on invite des gens dans un milieu qu'on appelle le Living Lab. Donc, et dans ce lieu-là, eh bien, on les fait parler sur leurs habitudes de vie, sur la façon dont elles vivent dans leur domicile, sur les trajets principaux qu'elles parcourent et sur l'acceptabilité d'un dispositif dans ce domicile-là, où et comment. Le troisième et dernier point important, on va dire, sur la fragilité physique, c'est le poids et l'équilibre. Alors, sur le poids, c'est pas compliqué, je dirais. Hein. Sur le poids, c'est un pèse-personne. Tout le monde connaît le pèse-personne, donc on n'a rien inventé. On a continué à utiliser des pèse-personnes. Bon, sauf qu'il est communicant, mais il y en a déjà un certain nombre qui le sont. Alors ensuite, si on parle d'équilibre, cette fois, de qualité d'équilibre, les dispositifs de référence, c'est les plateformes de force. Plateforme de force minimum, ça doit être 5 000 $, hein, quelque chose comme ça. Mettez ça dans un domicile, enfin ne mettez pas, de toute façon vous n'avez pas le choix, ça ne peut pas. Donc ça reste un dispositif de laboratoire. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la plateforme de force dans un pèse-personne et ça va nous permettre de faire à la fois l'évolution du poids et l'évolution de la qualité d'équilibre. On a repris les signaux, vous savez, dans les pèse-personnes, la plupart d'entre eux en tout cas, il y a 4 capteurs à chaque coin et chaque capteur prend pour partie le poids de la personne. Eh bien, si vous calculez le barycentre de ce que donne chacun de ces capteurs-là, vous avez le centre de pression. Et si vous oscillez vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté, eh bien, vous voyez le centre de pression qui se déplace. Et donc ça va nous donner, cette trajectoire du centre de pression, ça va nous donner une idée de la qualité de l'équilibre de la personne. Et c'est exactement ce qu'on fait. Sachant que ça, c'était 5 000 $. Ça, médical, ça doit coûter 100 €, quelque chose comme ça. Et celui-ci, il est évalué à peu près 60 €. Il faut quand même donner aussi quelques chiffres de temps en temps. Et il y a un industriel derrière, bien entendu. Alors voilà, on a le dispositif, et puis derrière, le dispositif communique, évidemment. Et donc, j'ai une application pour ça. C'est-à-dire que sur mon téléphone portable, eh bien, je peux non seulement voir la performance ou la valeur que j'ai obtenue, mais je peux également regarder l'évolution de mon poids et l'évolution de mon équilibre au cours du temps, sur une semaine, sur un mois, sur un an, suivant ce que vous souhaitez regarder. Alors, ce dispositif, on appelle ça un dispositif fantôme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les capteurs comme un dispositif médical, on voit simplement les capteurs comme indicatifs de poids, c'est tout. Par contre, derrière, on extrait tout un ensemble d'informations, en particulier donc, ces fameuses informations sur l'équilibre. Il n'y a pas de protocole non plus. On demande à la personne juste d'attendre que le 0 s'affiche. Il y a un capteur pour détecter la présence. Le 0 s'affiche, la personne monte dessus. Notre pèse-personne, il est un peu lent, il met 12 secondes pour afficher le poids. Mais pendant ce temps-là, la personne, elle regarde l'indicateur. Et donc, elle est toujours dans la même position. Et du coup, on a un protocole fixé par l'usage et qui nous permet d'établir un score d'équilibre. Alors pour le reste, aujourd'hui, eh bien, on ne travaille qu'à partir de questionnaires. Les dispositifs de référence, c'est des questionnaires. Eh bien, le dispositif qu'on utilise, nous, c'est un questionnaire aussi. Donc là, pour l'instant, c'est dans le repérage, en particulier sur l'activité physique. Comment voulez-vous mesurer l'activité physique de quelqu'un que vous avez en face de vous? Ce n'est pas possible. Par rapport en suivi, là, par contre, en suivi, là, c'est véritablement possible. Alors, une fois qu'on a ça, voilà, on a l'ensemble des dispositifs qui alimentent tous les indicateurs de Fried. Et il suffit de mettre au centre quelque chose de type recueil de données. Je vous ai parlé du téléphone tout à l'heure, ça peut être aussi une tablette. Et ça vous donne directement l'indication sur la préfragilité, la fragilité ou l'autonomie de la personne en fonction de l'alimentation de ces indicateurs et du référentiel de Fried qu'on a utilisé comme base. Voilà, alors juste quelques éléments sur le suivi de la fragilité physique. Donc pour le repérage, c'est relativement simple. Il y a 3 dispositifs qu'on peut utiliser. Le reste, c'est du questionnaire. Pour le suivi, c'est un peu mieux parce qu'on suit les personnes dans le temps. Et suivre leur activité physique, il suffit d'avoir un téléphone dans la poche
Et puis, ça va nous permettre, par actimétrie, de faire effectivement ce suivi d'activité. Voilà. Donc, on a un projet actuellement avec les Pays-Bas. C'est très, très sympa ce projet parce qu'en fait, c'est les Pays-Bas qui payent tout. Voilà. Il n'y a pas un euro français dans ce projet-là. Et ça nous permet au domicile donc, de valoriser un coaching de personnes âgées. Et c'est véritablement un coaching, c'est-à-dire quelque chose de motivant. Les personnes, avec leur coach, se fixent des objectifs en matière d'activité, en matière de meilleure nutrition, etc. Et le dispositif-là est fait pour suivre les objectifs, pour suivre la personne par rapport à ses objectifs. Et donc, du coup, la personne est véritablement motivée à atteindre ces objectifs qui sont toujours des objectifs de meilleure performance. On n'est pas du tout dans le suivi d'une dégradation, on est dans l'amélioration de performance. Et ça marche à tous les coups. Donc, c'est un projet qui dure sur un an, sur une trentaine de personnes. Et les personnes donc, ont des téléphones, ils ont la grip ball, donc la balle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle pèse personne. Et à partir de là, donc, ce suivi est fait par l'intermédiaire d'une plateforme d'assistance. Alors, juste pour parler de l'activité physique, c'est toujours pareil, il y a des dispositifs de référence et puis il y a ce qu'on essaye d'inventer pour que ce soit plus pratique. Alors, les dispositifs de référence, ça s'appelle l'actigraphe. Voilà le profil d'activité d'une personne mesurée par l'actigraphe dans la journée. Et nous, on a mis un téléphone portable dans la poche et voilà le profil d'activité fourni par le téléphone portable parce que dans le téléphone, il y a un accéléromètre, il y a un gyroscope, il y a un magnétomètre, donc il y a tout ce qu'il faut pour mesurer de l'activité. Et peu importe la poche d'ailleurs dans laquelle on le met, ça fonctionne à tous les coups. Donc c'est toujours dans le même esprit. C'est du design for more, c'est-à-dire que d'abord le téléphone, ça sert, enfin pour vous peut-être pas, mais pour moi encore, ça sert à téléphoner. Et par ailleurs, donc, on ajoute une fonctionnalité qui est une fonctionnalité de mesure d'activité. Et ça, c'est vrai pour les jeunes comme pour les vieux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien améliorer votre performance, manger, bouger. Hein, donc l'aspect bouger, vous pouvez aussi le mesurer avec votre téléphone portable. D'ailleurs, j'ai une application pour ça. Voilà, c'est toujours la même chose. Alors, donc, je vais en terminer donc, sur l'exposé. On avait prévu 45 minutes au départ, donc voilà. Mais je pense que l'idée est importante. L'innovation, la véritable clé de succès, c'est l'interaction avec tous les acteurs. Et donc on a créé deux choses. La première chose qu'on a créée, c'est une association pour mettre ensemble tous les gens qui ont des choses à dire sur ce domaine-là. Parce que la plupart du temps, ils ne se parlent pas, ou s'ils se parlent, ils ne parlent pas de la même chose, ou ils ne comprennent pas les mêmes termes, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'il a fallu faire pour que tous ensemble, on comprenne de quoi on parle, on échange sur les problématiques et on évalue les dispositifs qui sont susceptibles d'être mis sur le marché. Donc ça, c'est une association loi 1901 qu'on a créée donc, il y a quelques années maintenant. Il nous manquait un truc, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais j'aime bien en reparler au moins une fois, il nous manquait la conception participative, c'est-à-dire faire participer les gens à la conception même des dispositifs, et ça, le plus tôt possible. Et donc, on a créé le Living Lab, donc un laboratoire vivant qui s'appelle Active Aging, dans lequel on réunit les gens, tous les acteurs d'ailleurs, en fonction du type d'essai qu'on a à faire. Et avec eux, on travaille sur de nouvelles idées. On commence à évaluer, alors je vais me passer directement, comme ça évitera de prendre trop de temps. Donc ça permet d'abord d'avoir une espèce de cocotte minute ici, d'idées, avec les usagers pour faire émerger de nouvelles solutions. Puis ensuite, on observe par l'intermédiaire de scénarios comment ça peut marcher. Ensuite, on crée un cahier des charges, hein, simplement, mais un cahier des charges où est inclus très largement l'usage et bien sûr le marché. On fait des prototypes et on reteste à nouveau dans le Living Lab avec les utilisateurs sur la base des prototypes qu'on a développés. Et seulement ensuite, on construit des pré-séries et donc on fait une évaluation globale, écologique, par un déploiement partiel de ces dispositifs-là.
Vous voyez qu'à chaque instant, on peut arrêter le processus. Et ça, c'est un véritable accélérateur d'innovation, tout simplement parce que si on arrête assez tôt, ou si on modifie assez tôt le cahier des charges, ben, ça permet de ne pas faire des allers-retours, comme souvent les entreprises le font malheureusement, en créant des dispositifs et en testant ensuite si ces dispositifs correspondent à l'usage. Et les étagères sont remplies de dispositifs qui ne correspondaient pas à l'usage, mais qui étaient géniaux sur le plan technologique. Et j'en termine donc avec ça, par ce transparent que je présente toujours. Hein, la technologie, c'est bien beau, mais s'il n'y avait pas les gens, la technologie n'aurait absolument aucune valeur. Et je vous remercie de votre attention.